Bonjour Luc. Bonjour Sophie. Alors aujourd'hui, c'est une étape numéro 2, l'étape Oui, découverte. étape cruciale. Ah oui, c'est la plus importante dans Oui, la vente. oui, tout à fait. Elle représente 50% minimum de votre entretien de vente. Retenez ce chiffre, 50% de votre entretien de vente. Ça veut dire ce que ça veut dire et l'importance qu'elle a dans la relation commerciale établie avec votre client ou votre prospect. Alors les 50%, c'est certes, c'est un chiffre, mais quand on n'a pas du tout bien découvert ses clients, bah, c'est 100% d'erreur en général. Alors on va voir ici, donc dans le détail, qu'est-ce que c'est que cette découverte, en quoi ça consiste. Et en général, il faut chercher euh, qu'est-ce qui motive le client, quels sont les facteurs de motivation pour qu'il puisse rentrer dans votre magasin ou acheter votre produit, quels sont ses besoins. Vous allez avoir des attentes. Ils vont vous exprimer des choses, des attentes, mais les véritables besoins, c'est à vous de les cerner. Les désirs aussi, quels sont les vœux, donc c'est souvent dans ces attentes qu'on exprime aussi d'une autre manière. Et quels sont les moyens, hein, les ressources finalement pour pouvoir aller au bout de son envie. Donc le but de la découverte, c'est de savoir qui achète quoi et quand en fait. Hein. Oui, effectivement. Ce que vous pouvez retrouver quand vous faites des recherches, sur le sujet, c'est que vous allez faire un véritable diagnostic, euh, une forme de carte d'identité, entre guillemets, des besoins attendus du client. Alors nous, on vous propose de devenir des enquêteurs, hein, et des déclencheurs de décision. C'est-à-dire que quand on sait bien découvrir quelqu'un, que ce soit dans l'amitié ou dans la relation, qu'importe, eh bien, on devient bien meilleur dans la relation. Donc, on continue, on va voir dans le détail quel est, finalement l'entonnoir de la communication orale. Tu veux bien nous en parler, Luc? Oui, tout à fait. Alors, cette partie-là est juste en préambule. Pourquoi? Ce qui est important, c'est de repositionner ce qu'est la communication à la base. Et il faut savoir que dans une communication orale entre un émetteur et un récepteur, donc là en l'occurrence entre le client, prospect, client et ou prospect et votre vendeur, il va y avoir une déperdition d'informations qui va être l'ordre allez, près de 80% par rapport au message émis. Et donc là, on vous a mis avec Sophie l'entonnoir de la communication orale qui vous permet de comprendre comment cette déperdition d'informations se fait au fur et à mesure dans le cerveau de chaque individu, hein, parce que c'est valable aussi bien pour le vendeur que pour le client. Donc c'est important que vous ayez cela à l'esprit, puisque à la fin de l'entretien de vente, l'un des deux, enfin même les deux, vont retenir à peu près 7 à 10% de l'information transmise. Donc, quel est l'intérêt de ce préambule? C'est déjà de vous sensibiliser à cela. Pourquoi? Parce que, en bon vendeur que vous êtes ou que vous allez devenir, il est important que vous preniez des notes. Et Ah ça, oui. c'est indispensable pour vous permettre de retenir un maximum d'informations. Et pas seulement, parce que si j'ai pas pris de notes tout de suite et que j'enclenche avec un autre client, je vais oublier. Mais si aussi je tombe malade et au final que j'ai pas pris de notes, mon successeur ne va pas pouvoir savoir de quoi il s'agit. Tout à fait. Donc, Tout euh, à en, fait. en parlant de tout ça, Luc, on est dans un système de crise. Et ce système de crise économique et de crise sanitaire, rien que le mot, c'est l'utilisation d'un langage spécifique. Et les mots ont un gros pouvoir sur la pensée. Et la pensée, c'est quoi? C'est finalement d'avoir une transmission émotionnelle. Rien que l'utilisation du mot crise provoque un état, un peu de panique. Mais Oui, non, mais tout à fait. dans la vente, de toute façon, quand on utilise les mots, le langage en règle générale, on va générer chez l'autre
une réaction émotionnelle. Déjà, la relation elle-même de vente, c'est un contexte émotionnel. Donc, choisissez bien les mots et ils ont un impact considérable sur la charge émotionnelle de votre client. Et je vais prendre un exemple tout simple. C'est que, par exemple, si vous dites à quelqu'un mon fournisseur m'a planté, ça n'a pas du tout le même impact que de dire en fait, mon fournisseur m'a informé qu'il ne peut pas honorer ma commande. Et pourtant, c'est exactement la même chose. Donc, il y en a une qui est plus catastrophique que l'autre. C'est exactement ça. Et c'est de la même manière que pour la crise, notamment, en France, il y a eu un choix spécifique de présenter la crise avec un langage précis de guerre, etc., etc. Et ça génère un certain climat médiatique et autres qui n'a pas du tout le même impact qu'on a pu le voir notamment en Suisse, où le discours était beaucoup plus serein, beaucoup plus responsable, et où l'effet n'a pas eu le même impact, et tout ça uniquement à cause d'un langage. Donc, je reviens à la notion de vente. Soyez précis sur le choix des mots et des intentions que vous allez y mettre, parce que ça peut générer notamment des perspectives du calme, de la sérénité, mais à l'inverse aussi, ça peut générer de la terreur et de la peur. Donc, pensez en face de vous, vous avez déjà quelqu'un qui est dans un certain état, vous avez une influence donc, de cela. Tout à fait, Sophie. Et effectivement, il est important que vous puissiez mettre à l'aise le client, déjà en termes de communication, dans la manière de communiquer sur votre message, dans la manière dont vous allez poser vos questions, et c'est ce qu'on va voir après, et dans l'ambiance que vous allez créer avec ce client, puisque dans cette phase de crise, il y a des tensions inconscientes qui sont là. Et donc, aussi bien vous que le client, vous pouvez être avec des peurs présentes, peurs liées à la crise, peurs liées au virus. Et c'est important que l'entretien commercial puisse se dissocier de cet environnement, même s'il faut le prendre en compte, pour que vous soyez le plus à l'aise possible. En fait, c'est contagieux. Le langage, il est contagieux parce qu'il est émotionnel. Et il y a trois sortes de langage dans cette crise. Le premier, c'est celui qui est martial, guerrier, que l'on a eu comme exemple au niveau de politique. Donc, on n'en parle pas. Le second, il est inflammatoire. C'est-à-dire qu'on vous communique quelque chose de très négatif, de très chargé. Automatiquement, vous allez le recevoir et ça va vous polluer pendant 5 heures. Une information gravissime d'un médecin, par exemple, ou d'une gravité quelconque, pendant 5 heures, vous êtes intoxiqué, c'est prouvé cliniquement et physiologiquement. Et vous avez le troisième message que l'on vous invite de prendre, c'est le message de l'optimisme. Et ça, c'est contagieux parce que l'optimisme, la joie, le plaisir, eh bien, c'est ce qu'on a envie de partager avec Luc. Et c'est pour ça qu'on continue dans cette logique et parce que c'est notre manière d'être. Là, on a une découverte. Piac. Une découverte. Allô, Madame Piac, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, Madame Duponde. Bonjour. Bonjour, Madame. Alors, je vous appelle concernant la cuisine que j'ai vue en magasin, le modèle d'expo. Oui, oui, je me rappelle, c'est pour votre maman. Bonjour, Madame. Oui, c'est ça. Alors déjà, là, donc c'est un sketch, je tiens à préciser, c'est un sketch que j'ai fait avec notre informaticien et sa maman que je connais très très bien. Pourquoi j'ai mis en place ce sketch? C'est que l'autocritique, c'est très très bien aussi. Hein. On vous invitera à le faire dans votre métier de vendeur, ça va vous permettre d'évoluer parce que même si vous appliquez certaines méthodes, eh bien, vous allez dire les bons mots, etc., etc. Au final, parfois, vous allez faire des erreurs. Et là, la première erreur qu'on peut constater, Luc, c'est que je dis 2 fois bonjour. C'est comme si j'avais ignoré la première fois. J'ai oublié que j'avais dit bonjour à Madame Duponde. C'est dire qu'il y a déjà une mauvaise mise en place. Je ne suis pas dedans.
Ouais, en tous les cas, tu as de l'enthousiasme. Mais effectivement, ça demande d'être vigilant, surtout que la communication par interface en visioconférence, il y a toujours un laps de temps entre la réception du message pour votre client. Donc, ça demande aussi d'attendre, d'être vigilant à ce temps-là d'écoute de la part de votre client. Même nous, quand on fait ces formations, des fois, on se coupe la parole parce qu'il y a ce décalage, effectivement. Et là, on va le voir tout le long. Ça même donne l'impression que des fois, je n'écoute pas mon client. Et effectivement, ça peut être mal perçu. Et le fait de trop enchaîner fait que, et de ne pas respecter les temps dont tu parles, Luc, accentue ce phénomène. Ah, tout à fait. Alors, en fait, vous voulez refaire la cuisine? Ben, c'est pas qu'elle veut refaire, c'est qu'elle a eu un incendie et toute la cuisine a brûlé. Ah, d'accord. Donc, il faut tout refaire à neuf. Et là, je fais un arrêt sur image, c'est-à-dire que clairement, mon client m'annonce quelque chose de grave, non? Ah oui. C'est tragique ce qui leur est arrivé. Voilà, donc. Et en fait, est-ce que je fais cas de ce que j'entends? Ah, pas du tout. Tu n'as aucune empathie. J'ai aucune empathie, hein. Je m'en fous un peu, j'embraye quoi en fait. Hein. Et Exactement. je crois pas que l'écoute, ça soit ça, parce que bon, il faut un minimum considérer la difficulté et la gravité de la situation pour être dans la compréhension et dans l'empathie de la personne. Si vous zappez les problèmes, ça ne veut pas dire non plus de faire que du social et de rentrer dans une relation où on n'est que dans la difficulté. Mais là, je suis dans une relation de client à distance en plein confinement. En plein confinement, il fallait faire de la compassion parce qu'il y avait des grandes difficultés, parce qu'on partageait quelque chose de fort et on risque encore de vivre des moments comme ça où on a besoin finalement de plus d'empathie. On continue, Luc? Oui. Mais vas-y, hein, taille-moi un petit peu là. Non, mais très bien. Non, mais pour l'instant, l'expo, donc c'est vraiment celle-ci que je veux. Bon. Et c'est quoi que vous préférez dans cette cuisine d'expo? Ah, tout. L'organisation des placards, la couleur, la position du plan de travail, les largeurs. Non, vraiment, elle est idéale. Alors, on part sur la même couleur, Madame Duponde? Ah oui, la même couleur. Oui. La même couleur. Même couleur de plan de travail aussi? Non. Le plan de travail. Alors, il me dit qu'il veut tout pareil. Et quand je dissocie les choses et vraiment je recheck les choses, parce que ça c'est important, hein, de vérifier si on est bien d'accord. Ça permet de fermer les choses, c'est la technique de l'entonnoir. Et déjà, dès le deuxième, la deuxième information, il me dit qu'il ne veut pas la même couleur. Donc il y a déjà contradiction. Okay. Ce qui veut donc dire qu'il faut finalement pas se fier uniquement à la première information, mais aussi à ce sentiment de bien vérifier tout de même les éléments. Effectivement, une petite précision aussi, c'est que, et on le voit dans la subtilité de l'entretien, c'est que tu t'adresses à madame, mais c'est lui qui répond aussi. C'est lui qui répond parce que, en définitive, c'est lui qui achète. Souvent. C'est important de bien montrer l'élément. C'est que ça demande à être attentif à cela. C'est que celui à qui s'adresse, en termes d'utilisation de la cuisine, ça semble être plutôt madame, mais celui effectivement qui donne l'accord, c'est a priori celui qui va acheter. Alors, on verra un petit peu plus loin que je vais essayer de vérifier quand même. Très bien. Je voudrais rose avec des paillettes. De toute façon, il vaut mieux effectivement, à mon avis, changer hein, et vous faire plaisir. Vous avez montré les échantillons. Alors là, quand on est dans un choix
de coloris, quel qu'il soit rose paillette ou quoi que ce soit, de conforter le choix de la personne, c'est nécessaire. Et de le valoriser. Et là, je ne le valorise pas. En fait, je n'appuie pas assez le fait que vous avez raison de vous faire plaisir, c'est bien, mais il faut aussi, en tant que conseiller, dire que ça va bien s'harmoniser, etc. Il faut aller un petit peu plus loin. Or, je zappe littéralement. Et ça, ce n'est pas une bonne chose quand on doit construire quelque chose. On doit aller un peu plus loin dans le fait de choisir les choses et de s'adresser à madame pour dire « c'est bien cela, madame ?» Parce que c'est elle, c'est lui qui décide beaucoup de choses. Mais est-ce qu'elle est vraiment d'accord avec ce choix? Tout à fait. Parfois, quand on vend avec plusieurs personnes, et notamment des familles, eh bien, c'est la maman qui le veut, mais au final, elle ne va pas tout choisir parce qu'elle se dit « je vais partir un jour et il faut que ça plaise à mes enfants », mais au final, ça ne lui plaît pas. Donc, ça ne se fera pas. Il faut aussi bien vérifier les choses un petit peu plus que ça. Entre le quartz, notamment où on pouvait avoir de très très jolies couleurs, ça vous plaisait ces petits effets paillettes? Oui, tout à fait. D'accord, parce en fait, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de chance. Est arrivé donc le confinement, vous êtes venu avant le confinement, là on est en plein confinement. Je peux vous envoyer aussi des échantillons, vous les mettez en décontamination pour pouvoir valider les coloris, hein, pour être bien d'accord sur le coloris du rose. Voilà ce que je vous propose, madame, monsieur et madame. Et sinon, sur les poignets, on part sur quoi? Alors, sur la couleur du rose, moi, je préférerais plus un rose Cadillac, hein, avec des poignées en inox. J'ai ce qu'il vous faut. Et ensuite, est-ce que vous voulez plutôt du mat ou du brillant? Oh, du brillant. D'accord. Bien sûr. Non. Sur les poignets, je reviens sur les poignets, c'est important. Vous dites exactement comme la cuisine. Et les poignets vous plaisaient? Non, parce qu'elles n'étaient pas assez brillantes, justement. Donc, vous voulez les mêmes en brillant? Voilà. Alors, donc, il me l'avait déjà dit. Il m'avait dit qu'il voulait une poignée brillante. Je reformule, mais en clair, je ne l'avais pas entendu. Donc, ça peut paraître vexant pour le client qu'on n'ait pas bien entendu les choses alors qu'on acquiesce et qu'on embraye et qu'on continue. Heureusement que j'ai reformulé, mais faites très attention d'être un petit peu plus à l'écoute sur l'ensemble des détails, puisqu'au final, par rapport à la cuisine d'exposition, eh bien, il est en train de changer beaucoup de choses. On part à peu près sur la même, mais j'ai déjà le plan de travail qui a changé, les façades qui sont devenues brillantes, j'ai la même poignée, mais elle est chromée, etc. etc. On continue? En brillant chromé ou légèrement brillant, mais inox brossé? Non, non, chromé. Chromé. Ça s'entretient beaucoup mieux et puis c'est beaucoup plus brillant. En tout cas, il dit c'est beaucoup plus brillant, ça veut dire qu'il a compris. Je n'ai pas les échantillons à lui montrer à ce moment-là. Donc, je reformule parce que je ne peux pas envoyer les poignées à domicile. Hein. Donc, un élément intéressant, Sophie, à prendre en compte pour nos futurs vendeurs, si un jour ils font de la visioconférence, parce que ça reste un outil qui va se développer dans l'avenir, dans le mode de communication avec vos prospects ou clients. Là, une chose que tu pourrais éventuellement faire si tu les avais, oui. Ça pourrait être d'avoir des supports que tu partages en ligne pour leur montrer les poignets ou les supports. Ou les avoir à proximité pour pouvoir montrer les choses. Parce que, effectivement, tu as tout à fait raison. Je savais que ce client-là avait flashé sur cette cuisine et au final, j'aurais pu prendre 2 secondes pour aller chercher les éléments. Ça permet de vérifier. Heureusement, donc, qu'il avait compris. Hein. C'est très important.
Alors, par rapport à votre cuisine, j'avais pu voir les plans. Donc, on part sur l'implantation qui était autrefois. Hein. Qu'est-ce que vous voulez changer sinon? L'emplacement du four. L'emplacement du four encastrable qui se trouve à gauche normalement et je le voudrais à droite. D'accord. Donc là, à ce moment-là, on part sur la même implantation. Encore une fois, j'ai quelqu'un de contradictoire. Et je vérifie en lui disant, mais qu'est-ce que vous voulez changer? C'est très important finalement de lancer des perches pour bien vérifier 2 fois si on part vraiment sur la même chose. Et là, en fait, on va changer de place un élément qui est très important. Il aurait fallu que je réponde, c'est possible ou c'est pas possible. Parce que souvent, les personnes nous demandent quelque chose qui n'est pas possible techniquement. Là, il s'avère qu'il s'agissait d'un linéaire où techniquement c'était faisable, avec finalement des changements de prise et autres, ce n'est pas rien. Hein. Et parfois, c'est pas possible techniquement. Donc, il faut le valider, ça. Et je ne l'ai pas fait. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Non, ce sera tout. Alors, nous sommes d'accord sur le fait qu'on doit modifier l'emplacement du four et le mettre à droite. Tout à fait. Et on garde toute l'implantation que vous m'aviez donnée déjà de votre cuisine. Oui. Voilà. En ce qui concerne c'est qui cuisine? C'est madame. C'est madame. Ben, parce qu'elle doit faire de bons petits plats, j'imagine, madame Duponde. Il va falloir m'inviter, hein, parce que moi, ce sera avec plaisir. Quand on pose les cuisines, hein, la tradition, c'est de faire un petit plat ensemble et de partager tout ça. Quand on sera sorti de ce confinement, je viendrai. C'est possible? Il n'y a pas de souci, madame. Vous êtes célibataire? Alors, il y a plusieurs choses, mais la première des choses, c'est que effectivement, on crée de la sympathie, on essaye de partager des choses. C'est vrai que la plupart du temps, quand on vend une cuisine, eh bien, on va faire ce qu'on appelle une mise en main, venir chez le client pour pouvoir expliquer les différents éléments, comment ça fonctionne. Et c'est bien sympathique de partager un moment convivial, d'amener un gâteau, des fleurs, etc. Voilà. Mais là, on est dans le confinement. Donc, il y a un contexte particulier. Ça ne va pas être simple. Il faut voir si la personne veut ou pas et si ça ne lui pose pas de problème. Des fois, on est juste poli avec vous. En tout cas, au passage, me draguerait-il? Non, juste un peu. Donc, alors là aussi, bien entendu, dans la découverte, il arrive que parfois, eh bien, la séduction soit en ligne de mire et il faut tout de suite esquiver parce que, ou remettre en place, ça arrive, parce que ce n'est pas à confondre. On continue? Oui. Du coup, sérieusement, monsieur Dupont, alors au niveau du budget, oui. On avait parlé d'une somme Tout à fait. que vous voulez absolument respecter. Non, on peut la diminuer si vous me faites des remises. Hein. Simplement, vous m'avez pas dit si vous le faites par financement ou par fonds personnels. Par financement. D'accord. Donc, est-ce que vous passez par financement par votre propre banque ou vous voulez qu'on vous fasse une offre? Je préfère que vous me proposiez quelque chose. Oui. Tout à fait. D'accord. Vous êtes avec quelle société de financement? Alors, on a Financo ou Sofinco au choix et avec divers mensualités. Est-ce que pour vous, c'est important la mensualité ou c'est plutôt le taux? C'est quoi que vous préférez? Donc, surtout la mensualité. Vous ne voulez pas dépasser quelle somme par mois? Allez, on va dire 800 €. 800 €. Et donc, on est bien d'accord qu'on ne dépasse pas les 800 € par mois
Et le budget, vous me le rappelez, s'il vous plaît? Je ne l'ai plus en tête, mais vous l'avez. Moi, j'avais noté 10 000 € avec la Voilà. pause comprise et un nouveau fonds, vous aviez parlé. Voilà, tout à fait. D'accord. Bien obligé, puisque tout a brûlé. Ben J'ai oui. changé tout le… Encore une fois, j'en ai rien à foutre de l'incendie. Mais bon, on revient sur ce qu'on vient d'entendre, Luc. C'est quoi qu'on observe? Là, il y a une réflexion, il y a un début de découverte et de requalification sur son budget, sur ses mensualités. Donc là, on est plutôt sur des très bonnes questions de découverte qui sont indispensables pour savoir comment orienter l'offre et l'offre globale que vous allez faire au final. Oui, parce que en fait, si j'étais restée sur l'humour à un moment donné, je ne suis pas rentrée dedans la négociation au moment de la découverte. Hein. C'est pas le moment de dire qu'on va offrir des trucs, des choses, etc., etc. C'est pas le moment de négocier. Bien entendu, on sait que l'ensemble des personnes qui souhaitent acheter aujourd'hui attendent quelque chose. Donc, ne pas confondre la négociation et la découverte en même temps. Donc oui, on va à l'essentiel, on essaie de savoir. Aujourd'hui, en ayant un financement à la clé, il va y avoir des frais. Dès le départ, je sais que ces frais-là seront à inclure dans la négociation. Si je ne l'apprends qu'au moment de la négociation qui veut financer son projet, eh bien peut-être que j'ai descendu la marge et que je n'ai plus cette latitude. Donc, il est essentiel de le savoir dès le départ. Et ensuite, pour le four, de savoir si oui ou non je peux l'offrir parce que ça lui fait bien plaisir et qu'elle est vraiment à cœur de cuisiner différemment. Et on continue pour voir. Très bien. Mais l'ancien four n'était pas pyrolyse, donc là vous aviez envie d'un four pyrolyse, c'est toujours le cas? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, au niveau de la rénovation de la pièce, les plaquistes vont passer pour pouvoir… alors, je précise que quand on change de modèle de four, il faut essayer plus de savoir pourquoi elle veut changer. Est-ce que c'était à cause du nettoyage? Est-ce que c'est à cause du mode de cuisson? Ou alors il faut renforcer, vous avez raison, grâce à cette fonction, eh bien, vous allez pouvoir avoir un auto-nettoyage. Vous aurez une meilleure répartition de la chaleur pour des meilleures cuissons. Vous allez pouvoir… Voilà, il faut quand même conforter le choix. Et je ne sais toujours pas si la dame est d'accord avec ce choix. Tout à fait. Donc, quelque part, pour l'instant, j'embraye encore sur autre chose sans valider cette étape. Le but de la découverte, c'est de valider au fur et à mesure les choses, d'avoir des oui, des oui, des oui. Et après, je peux passer dans l'autre étape. Et du coup, souvent, dans la découverte, on est déjà dans l'argumentaire. On peut aussi même être dans les traitements d'objection, Luc. Oui, exactement. Et là, effectivement, l'étape du… Enfin, on le verra après dans la structure, mais le qui, pour l'instant, n'est pas abordé. Ben non. Alors, je continue. Refaire les choses ou c'est déjà fait? C'est déjà fait. Ah, ben vous avez eu de la chance parce que pendant le confinement, c'était pas simple. Donc, vous l'avez fait juste avant, du coup. Tout à fait, juste avant. Superbe. Donc, il faut la faux pour quand, la cuisine? Le plus vite possible. Alors, le quand est primordial, surtout encore plus maintenant, parce qu'avec les fournisseurs, les calendriers de pause, tout est compliqué. Le quand, c'est même un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, Luc, non? Oui, effectivement. En tous les cas, elle rentre dans la structure, donc la question est importante et elle est là. Il n'y a pas d'ordre de question. C'est à vous de sentir plus ou moins quand vous allez pouvoir aussi dire quand. Alors, je continue. Confinement et que ça va être difficile. Oui, là en termes de délai, alors, on travaille avec des fournisseurs allemands qui, par contre, ne se sont pas arrêtés de travailler. Donc, si vous êtes d'accord sur l'ensemble des points que l'on a vus ensemble, on peut signer à distance. Je vous envoie le contrat, vous signez le contrat de manière à pouvoir faire partir la commande.
Est-ce que ça vous irait? Oui, sauf que j'ai entendu à la télé que les frontières étaient fermées et que les travailleurs allemands ne pouvaient pas passer en France. Alors, certes, pour la livraison, pour l'instant, on est bloqué, on doit attendre. Mais il faut d'abord demander aux fournisseurs de fabriquer. Donc ça, on peut le faire que si on a la commande. Donc, idéalement, il vous la faudrait au maximum dans combien de temps? Pour que je puisse manger très rapidement. Donc cet été, est-ce que ça serait raisonnable? Ah, tout à fait. Voilà, au moins pour faire des barbecues, des choses comme ça? Non, non, j'ai ce qu'il faut ça pour faire un barbecue. Je préfère faire une promesse qui soit tenable, puisqu'on ne sait pas la durée du confinement. Donc, au moins, cet été, en termes de calendrier, pour l'ensemble, ça serait OK pour vous? Oui. D'accord. Donc, alors, là, il s'agit de quoi, Luc, en fait, dans ce que je viens de faire? Ben, là, tu es dans le fait de proposer et d'orienter le client vers un planning. Lui a une exigence en fait très rapide, mais il nous fait comprendre que c'est l'urgence. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas orienter le planning vers une date qui puisse être raisonnable aussi par rapport à tes fournisseurs et par rapport à la réalisation que toi, tu puisses mettre en place. Donc, en fait, je suis très opportuniste. C'est-à-dire qu'il la veut vraiment. Il en a besoin. Tout à fait. Il est pressé. Il est capable de dire oui très vite. Oui, là, on sent que l'acte d'achat est quasiment bouclé. Si j'ose pas lui demander, eh bien, on va mettre un certain temps pour pouvoir finaliser. Et le fait de le projeter dans le calendrier l'engage encore plus dans cet acte d'achat. Dans la façon de lui parler de mes fournisseurs, de lui expliquer comment ça fonctionne raisonnablement, avec notre fameuse méthode raisonnée, pour être aussi honnête dans la démarche. On ne peut pas promettre quelque chose qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas vendre à tout prix. Il la veut effectivement tout de suite, mais il faut la fabriquer, il faut la poser. Donc, il faut proposer quelque chose. C'est certes, si vous avez l'urgence de vendre quelque chose, soyez honnête par rapport à la faisabilité des choses. Voilà. Et ne pas promettre quelque chose qu'on ne peut pas tenir. Je continue? Très bien. Donc, les prises de cote, il faut aussi les reprendre. Oui. Est-ce que vous acceptez qu'un de nos poseurs vienne chez vous pour faire les cotes? Bien sûr. Hein, il viendra effectivement équipé pour les respects sanitaires et les gestes barrières. Donc, on peut venir quand chez vous pour faire les cotes? Le plus vite possible, en fonction de son planning. Eh bien, écoutez, moi, j'aurai de disponible lundi. Voilà, très bien. À quelle heure ça vous conviendrait, monsieur et madame? On peut dire 16 heures. 16 heures? 16 heures. Alors, c'est qui va décider du choix de la cuisine au niveau du contrat? Ça va être madame qui va décider. C'est un jeu, hein. D'accord. Ok. Donc, je vous laisse le soin. Je vous envoie donc le devis, hein, puisqu'on est d'accord sur l'ensemble des choses. Je vous envoie les échantillons. Tout à fait. Et vous, avec celui qui prend les cotes? Oui. Donc, il vient lundi. Et ensuite… Donc, vous l'accompagnez. Comment? Et vous l'accompagnez, bien sûr. Alors, si vous voulez que je vienne, je peux venir. Ah oui, lundi 16h, il n'y a pas de souci, je vous attends. Donc, comme ça, on va pouvoir… Alors, jusque-là, je fais un point quand même. Hein, dans la descente d'entonnoir, quelque part, oui, je suis opportuniste. Il faut vérifier, il veut une commande, il faut que je vérifie les cotes. Parce que sinon, je ne peux pas faire partir en commande. Je peux aussi faire le nécessaire pour que mon poseur amène les échantillons et qu'il les valide, par exemple. Mais je peux aussi les envoyer si le temps est trop long, hein, par exemple. Aussi,
là, on a une déviance légère sur le fait que la personne veut que je vienne moi. Envoyer le devis ne suffit pas. Donc, on revient à la personne de tout à l'heure qui, entre guillemets, était dans la séduction, veut encore une fois me faire venir chez lui. Et je rappelle que là, je suis en confinement. Mon poseur pouvait se déplacer, mais moi, je n'avais pas le droit. Donc, à ce moment-là, erreur. Erreur aussi pour pouvoir suffisamment mettre de distance par rapport à cela, parce que dans ce contexte, ce n'était pas quelque chose à proposer et il aurait signé quand même. Donc, vous ne mettez pas en danger, entre guillemets, quand ce n'est pas possible, quand ce n'est pas nécessaire et quand c'est ambigu. Tout à fait. Voir en fonction de la lumière les différents points que l'on peut voir ensemble. La spécialité, oui. Voilà. Et culinaire très très bonne. Et donc on peut faire tout à distance, si vous voulez, pour la suite des choses, de manière à perdre pas trop de temps, puisqu'il va nous falloir quand même un délai de fabrication qui est de l'ordre de 5 à 6 semaines à l'heure actuelle. Donc ça tombera impeccablement pour le mois de juillet. Très bien. Ça vous convient? Très bien. Pas de souci. Alors, c'est qui finance? C'est vous ou c'est votre maman? C'est moi. Donc c'est un cadeau? Oui, tout à fait. Waouh, c'est fabuleux. Elle est gâtée, c'est formidable. Alors on va faire au mieux, hein, le maximum pour justement qu'elle soit ravie de la cuisine. Donc on fait comme ça et je vous dis à lundi. Très bien. Donc, c'est une cuisine rose Cadillac que tu veux avec des poignées chromées, hein, tu ne reviens pas dessus. Hein. C'est ça, hein, c'est bien ça. Hein. Non, tout à fait. Totalement d'accord. Quelle heure pour lundi, monsieur et madame Dupont? 16h. 16h, c'est parfait. Voilà. Donc, à lundi. À lundi, merci. Donc, il y a plusieurs éléments là, Luc, en fait. Hein. Je valide énormément de choses dans cette étape, mais il y a des choses aussi très critiquables. Il me parle des compétences culinaires de sa maman, dont j'ai rien à faire au lieu de rentrer dans. Je suis tellement pressée d'y aller, de vendre, etc., que je m'en fous et je ne lui pose même pas la question: ah bon, c'est quoi comme spécialité culinaire? Un minimum, je ne sais pas moi, mais c'est un char que j'envoie. Hein, oui. Il pourrait y avoir une forme en tous les cas, de curiosité, d'empathie par rapport à la projection de la future cuisine et sur ses compétences culinaires, sur le fait qu'effectivement, peut-être qu'elle a des petits plats favoris qu'elle cuisine régulièrement et quelle est sa spécialité culinaire. Effectivement, tu aurais pu jouer le jeu avec un peu plus de proximité sur cette phase-là. Même si je l'ai félicité d'offrir à sa maman cette cuisine qu'elle choisit, je crois qu'il faut s'intéresser aux personnes beaucoup plus que être beaucoup trop vendeur, quoi. Là, il y a un manque d'humanité dans la relation. Il faut rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sincère. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle un petit peu de la découverte et faire de l'autocritique. C'est que même si vous signez, même si vous êtes un excellent vendeur, il existe deux styles de vendeurs. Des vendeurs qui enquillent, entre guillemets, on les appelle les démons, entre guillemets, mais bon, ils font des gros scores. Et il y a les anges qui vont plus, finalement, aller aussi au même nombre de ventes, mais avec plus de douceur et plus de relations. Donc, c'est important. Là, ce qui est important, et l'exemple en est très bon sur l'exemple culinaire, c'est qu'il faut que le vendeur il apprenne à sortir du cadre de la vente. C'est ce qu'on apprend et c'est ce que nous vous conseillons. Sortez du cadre de la vente, c'est-à-dire ne restez pas dans votre procédure et dans vos étapes. Effectivement, il faut qu'elle se soit structurée, mais il faut aussi que vous ayez la compétence et la capacité à sortir du cadre, c'est-à-dire s'intéresser aux clients, à ses besoins, qu'est-ce qu'ils font tous les jours, quelle utilisation ils ont de la cuisine, quelles sont leurs spécialités culinaires, par exemple. Bien sûr, d'autant que là,
il n'y a pas le feu. Hein. Il y a des moments où il y a le temps. Donc, il faut prendre ce temps-là et le temps du client. Or, là, je lui ai imposé mon temps à moi. Alors, est-ce que tu peux me parler de cette méthode de QQOCP? Oui, elle n'est pas facile à prononcer. Ou elle existe aussi sous l'appellation CQQ, c'est occupé, qui est aussi un autre moyen mnémotechnique. Tout simplement, quel est l'intérêt? Il est de vous aider à structurer votre découverte. Et ça, ce sont les étapes indispensables de toute structure de bonne découverte. Et là, effectivement, vous allez travailler d'abord sur le qui concerne l'achat du produit. Là, effectivement, quand on regarde notre exemple avec toi, Sophie, effectivement, on ne s'intéresse pas à madame. Et je crois que c'est tout juste si elle a dû prononcer un mot dans l'échange, et encore, on ne l'a même pas forcément bien entendu. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir une interaction davantage exploitée sur cet entretien. Ensuite, le quoi, bien entendu. De quoi s'agit-il? Que veulent-ils? Une cuisinière, une cuisine refaite, après effectivement les dégâts qu'ils ont subis. Et là, du coup, on est dans quel événement? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu aurais pu effectivement un peu approfondir cette partie-là pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, comment avez-vous vécu la chose, comment vous vous êtes mis en sécurité, etc., pour être un peu plus dans la proximité et l'empathie. Ensuite, on a le quand, ça tu l'as bien abordé. Le comment, ça tu l'as abordé aussi avec le fait qu'il y a quelqu'un qui va venir prendre les codes, ça rentre dans le comment. Le pourquoi, on l'a su. Quelles sont les causes de ce changement de cuisine? Bon, c'est l'incendie. Et du coup, comment ils vivent actuellement? Tu aurais pu aussi avoir de l'empathie sur comment ils vivaient maintenant la cuisine. Parce que la cuisine, on sait que pendant le confinement, ça a été la première pièce de la maison qui a été le plus utilisée. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour eux aujourd'hui dans l'utilisation de la cuisine par rapport au confinement? Ils sont peut-être avec des réchauds à gaz, etc., ou avec un micro-ondes, et donc peut-être que les conditions sont plus que rudimentaires pour eux. Donc voilà, voilà la structure du CQQ, c'est occupé. Il y a aussi un élément qui manque ici, mais que qu'on a rajouté sur l'autre slide, c'est le combien. Et effectivement, ça tu l'as bien abordé, le combien, c'est le budget, entre guillemets. Hein. Derrière cette notion-là, il y a voilà, quel est le budget qu'ils ont prévu pour l'achat de cette cuisine. Et maintenant, donc, les 5 ce que, c'est quoi? Les 5 ce que, c'est aussi une manière structurée complémentaire à celle qui est précédente, mais là, c'est de vous aider dans votre structure d'entretien de vente avec ce que je lui demande, mais ça concerne la découverte. Ce que je lui dis, ça va être les réponses que vous allez apporter au fur et à mesure aux questions que se pose le client, avec une petite précision. Je rappelle que Pascal, ton fameux vendeur de cuisine, je reviens dessus parce que Pascal avait dit une chose très importante. Pascal avait dit, quand le client vous pose une question, vous n'y répondez pas. Tout simplement parce que ça permet de prendre en considération, vous, en tant que vendeur, la question, sans y répondre de manière spontanée et pour dire n'importe quoi. Ça permet aussi de regarder ce qui n'est pas dit derrière la question. Parce que souvent, dans une question, il y a un message inconscient qui n'est pas exprimé par le client. Et votre stratégie, votre capacité, elle est d'aller chercher ce qu'il y a derrière cette question sans y répondre spontanément parce que vous risquez de vous fourvoyer. Donc ça, c'est important. Ce que je lui présente, c'est effectivement, là en l'occurrence, c'est la cuisine, c'est les plans de travail, c'est la couleur des poignets, etc. Ce que je lui propose, ça va être, moi, mes propositions, parce que vous verrez dans les techniques de négociation qu'à un moment, on peut faire plusieurs propositions. C'est-à-dire que vous faites plusieurs propositions sur lesquelles le client va se positionner et va faire un choix. Donc ça, la proposition, c'est la liste des choses, des éléments, des accessoires, des meubles, si on reste dans la cuisine, que vous allez proposer dans le premier choix professionnel, dans le premier choix orienté que vous allez faire à votre client. Et ce que je lui conseille, là, c'est votre capacité à conseiller au client au vu de ce que vous avez décelé de ses besoins, de ses utilisations. Et donc là, on voit bien qu'on a une progression structurée de l'entretien de vente. Tout à fait. Donc, on continue et là, on a finalement un but. Il faut fixer des objectifs.
on part où? On fait quoi? Le but de la découverte, c'est de marcher pas à pas, hein, et au fur et à mesure, donc de connaître la situation, de s'adapter aux problématiques, de voir aussi quel serait le bon moment, la bonne décision à prendre, avec qui, découvrir le budget, comme l'exemple précédent, parce que si, par exemple, il avait eu finalement un incendie, mais qu'il attende les financements de l'assurance pour pouvoir financer le projet, et bien là, pour le coup, ce n'est pas les mêmes délais. Tout à fait. Donc, il y a énormément de choses qu'il faut bien écouter, parce que si on part trop vite dans certaines choses, on peut aussi prendre un mur, hein, comme on dit. Oui, et nous avons mis avec Sophie une annotation très intéressante dans découvrir son budget. Prévenez que votre mission n'est pas de les décevoir, mais d'être et être hors budget vu le contexte actuel. C'est très important cette notion-là parce que souvent, effectivement, les clients vont vous dire le budget, je le connais, mais je ne veux pas vous le dire ou je ne l'ai pas clairement défini. C'est important que vous insistiez sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que le contexte actuel du confinement, il a généré deux situations, deux typologies de clients. Des clients qui ont réussi à mettre beaucoup d'argent de côté et donc ça demande d'être au clair sur cette notion-là. Et puis d'autres, par contre, qui ont été dans une situation plus que compliquée, voire défavorable. Et ça demande pour vous, pour être le plus professionnel possible, que vous ayez une idée claire de ce budget attendu. Et d'autres qui, à l'heure actuelle, ont peur pour leur emploi, mais qui veulent quand même une cuisine parce qu'en cas où ça recommence un confinement, voilà. Donc, tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut essayer de cerner au maximum. Et pour la fourchette de prix, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de resserrer les choses. Et notamment, si c'est une cuisine et que la personne n'a aucune idée de prix, eh bien, vous pouvez soit plaisanter et dire aujourd'hui, je vais pouvoir faire une cuisine à 30 000 euros. Alors, et là, la personne vous recale. Ah non. Alors, entre combien et combien? Est-ce que entre 7 et 10, essayez de prendre des fourchettes pour voir et prendre la mesure. Avec quoi à l'intérieur? La pause, pas la pause, pour pouvoir resserrer. Parce que des fois, on vous donne un prix, mais au final, il y a des options en plus. Donc, vous devez resserrer les choses au maximum dans cette phase de découverte. Et vous allez donc, avec toutes ces questions, plus vous allez poser des questions et plus vous allez découvrir. Et vous allez découvrir finalement les motivations d'achat dont on parlait tout à l'heure, avec le fameux son sac. Oui, effectivement. Alors, son sac ou son casse, il existe différentes techniques d'approche sur le sujet. L'intérêt est de regarder les motivations d'achat qui sont derrière. Donc, vous avez des clients qui sont plutôt sympathiques, comme notre interlocuteur tout à l'heure qui était dans la séduction avec Sophie. Lui, clairement, il est dans la sympathie et dans la relation établie. Il y a ceux qui vont être dans l'orgueil, c'est-à-dire qui vont rechercher une certaine notoriété à travers les produits ou les marques qu'ils vont rechercher. Les nouveautés, c'est ceux qui vont acheter le dernier produit, nouveau cri, dernier modèle en termes de performance pour avoir effectivement le dernier produit acheté. Il y a ceux qui sont sécurité, qui vont avoir besoin d'être rassurés et donc ils vont acheter des produits qui vont être dans une certaine durée, des produits qui ne vont pas tomber en panne toutes les 5 secondes. Donc ils vont être sensibles à des marques solides, robustes par exemple, et qui sont dans la durée. Il y a ceux qui vont être dans l'argent. Alors ça va dans les deux sens. C'est qu'il y en a qui aiment mettre en avant qu'ils ont beaucoup d'argent, et puis il y en a d'autres parfois qui sont très économes, donc il faut bien prendre l'argent dans les deux sens. Et puis il y a ceux qui sont confort, ceux qui vont aller dans la proximité, ceux qui ne veulent pas se déplacer, qui vont acheter par Internet par exemple, donc ils vont rechercher un certain aspect pratique dans la façon de consommer. Donc, ce qui est important, c'est que vous soyez sensible à ça, parce que ces motivations d'achat, vous allez devoir vous y adapter et rebondir sur chacune des motivations en fonction du profil que vous avez en face. Sophie, je te laisse la main. C'est surtout que grâce à ça, vous aurez les bons arguments. Si vous ciblez par exemple un client qui est à la fois, parce qu'on cumule les mandats des fois, il veut une cuisine, mais il a peur qu'elle soit salissante. Donc ça va être
les histoires de confort, il veut qu'elles soient pratiques, mais aussi qu'elles soient assez faciles à nettoyer. Mais la personne a aussi des enfants, donc la sécurité, c'est très important. Et en même temps, il veut quelque chose avec énormément, donc pas très cher, donc l'argent, et avec un nouveau design. Et là, vous avez tous les argumentaires qu'il faut cibler dans l'argumentation, point par point, veiller à ce qui se fera mouche, les arguments qui seront les plus explosifs pour pouvoir sécuriser le client, la nouveauté, l'argent et le confort pour cette personne-là notamment. Et j'ai un exemple, moi, Luc, concret. Ah, vas-y, exprime-le. J'ai fait une formation une fois en live avec un vendeur de piscine. Et il vendait les espaces verts intégrés. Donc, je l'accompagnais, je le formais en même temps. Donc, c'est-à-dire que le client ne savait pas que j'étais formatrice, mais ça a permis par la suite de prendre le relais au moment de la vente. Je suis intervenue et après de faire un débriefing. Et donc, il était arrivé chez un client qui n'avait pas de notion de budget du tout parce qu'il n'avait pas resserré un budget. Et ce client, en fait, voulait une piscine, or qu'il ne savait pas nager. Donc, c'est un point important de comprendre pourquoi il voulait une piscine. Au final, célibataire, au final, il avait strictement personne, mais en posant des questions clés, il avait des amis à lui qui avaient des piscines et il avait envie d'avoir une piscine pour finalement briller auprès de ses amis, pour les inviter avec un barbecue et avoir de jolis espaces verts. Et tout s'est fait autour de ça. Voilà. Donc, c'est important finalement de bien poser les questions pour comprendre pourquoi, quelles sont les motivations d'achat et après, quel est le prix qu'il était prêt à mettre pour pouvoir finalement réaliser ce rêve, parce que dans son cas, c'était un rêve, ni plus ni moins. Donc, on est à ce stade, Luc, où je t'ai un peu perdu, mais je t'ai repris. Ça y est. Voilà. Oui, il rentrera dans le bêtisier, celui-là. Ouais, je pense, ouais. Mais on continue quand même. Hein. Du coup, pour cette vente de piscine, ça s'est opéré parce qu'il a fallu être énormément dans l'orgueil. C'était un point important. Alors, on continue, Luc, et on va parler des différents besoins. Tu prends le relais? Oui. Donc, rapide rappel ou peut-être information pour ceux qui ne sauraient pas, comment fonctionnent nos besoins? Parce que c'est important, c'est que quand on achète quelque chose, on le fait pour répondre à un besoin. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, que beaucoup connaissent. L'intérêt était juste de remontrer, parce que là, volontairement, avec Sophie, on a adapté la pyramide de Maslow pour vous montrer comment elle s'est fondue et comment elle s'est exprimée à travers le Covid. Ben, tout simplement, le premier niveau, les besoins primaires qui sont tout en bas, c'est les besoins de pouvoir boire, manger, dormir, etc. Donc, ben, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise du Covid? Ben, on a orienté la plupart de nos achats sur l'aspect alimentaire. Ah oui. Donc, deuxième niveau, besoin de sécurité. Donc, dans les besoins de sécurité, on va avoir la notion de s'assurer, le fait d'avoir un toit, le fait de s'habiller, par exemple, etc. Mais comment nous avons travaillé sur ces besoins de sécurité? Ben, nous nous sommes protégés du virus avec des gestes barrières, donc soit par la distanciation, soit avec le port du masque, soit avec le gel hydroalcoolique. Donc, clairement, ben, nous avons acheté du savon, du gel hydroalcoolique, des masques. Troisième niveau, besoin d'appartenance. Donc là, généralement, rentre dans ce niveau toutes les notions, le fait d'appartenir à… le premier niveau d'appartenance, c'est la famille. Ensuite, derrière, on va avoir l'aspect professionnel dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Ensuite, on peut avoir les associations sportives dans lesquelles vous pratiquez un sport ou un instrument de musique, etc. Donc, comment ça s'est passé par rapport au Covid? Ben, nous avons été solidaires et vivons la crise sanitaire et économique. On a tous été solidaires parce qu'on a vécu
la même chose. Donc là, en l'occurrence, au plan national et international, on a appartenu, entre guillemets, à la même crise, enfin aux deux mêmes crises, parce qu'on les a vécues tous de la même façon. Et là-dessus, on a un point commun. Ensuite, le quatrième niveau, besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, ça passe par quoi? Ça passe par le fait d'être reconnu à travers, par exemple, une nomination, un poste, un diplôme, une médaille, etc. Nous, notre besoin de reconnaissance, il s'est ressenti à travers aussi les corps de métier que nous avons applaudis chaque soir, par exemple, tous les corps de métier médicaux, caissières, éboueurs, postiers, etc., que nous avons applaudis chaque soir. Et puis le dernier, besoin de réalisation. Continuez de le faire d'ailleurs, continuez de le faire, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est plus en confinement qu'il faut se dispenser de le faire. Tu as raison. Je suis désolée, Luc, je te coupe, mais ça me tient à cœur de dire ça. Non, mais tu as raison, effectivement, puisque ces métiers-là continuent à être… l'activité économique a repris, mais ils sont toujours là, effectivement, pour fluidifier l'activité économique. En tous les cas, y participer. Et dernier niveau, besoin de réalisation. Là, on l'a vu dans les témoignages et dans les actions tout au long du confinement, il y a eu des personnes spontanément qui, pour se mettre à disposition de la nation ou des villes ou des communes, se sont mis à fabriquer des masques. Donc clairement, ça, c'est un besoin de réalisation pour dire je participe et ça me tient à cœur et ça correspond à ce que je veux faire de ma vie, c'est-à-dire être utile à la société. Superbe. Donc, on continue, Luc. Là, le circuit de décision dont on parlait tout à l'heure, de savoir précisément donc, qui décide, qui conseille, qui a le pouvoir de dire oui ou de dire non. Des fois, vous avez des clients qui viennent accompagnés de leur maman et ce n'est pas pour elle, mais elle va dire non. Et elle va influencer, elle va dire surtout, ne signe pas tout de suite. Surtout, voilà, il y a beaucoup d'influence parce que et ça augmente les peurs et ça joue énormément sur la partie commerciale. On constate que depuis le début du Covid, là, il y a une augmentation de divorces. Donc, ça joue énormément sur finalement, on va dire, une certaine mutation, des changements profonds en fait. Radicaux, hein, c'est sur toute la planète que ça se passe comme ça, avec beaucoup de déménagements, avec beaucoup de changements d'emploi ou de pertes d'emploi. Il y a énormément de changements de vie en fait, et peut-être même certains ont réalisé qu'ils ont finalement plus envie de vivre la vie comme avant. Ils veulent maintenant un jardin, ou ils veulent partir loin, ou ne plus partir en vacances parce que peur de… Voilà, tout a changé, y compris même la consommation. Oui, tout à fait. Et il est important effectivement que le qui soit bien isolé et bien défini. Et là, on l'a vu dans ton exemple également, c'est que le qui, il y a deux personnes, il y a un utilisateur et un acheteur. Tout à fait. Donc ensuite, ici, ce que l'on peut voir, c'est donc le quand. Et le quand, comme l'exemple de tout à l'heure, faut vraiment être opportuniste sans être agressif, parce que de toute façon, les personnes vont faire plusieurs comparatifs. Donc, si ce n'est pas vous qui allez vendre, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, à vous d'être opportuniste. Certains vont avoir du mal d'oser faire des propositions. Il y a une manière de faire, mais c'est un bon prétexte aussi pour pouvoir déclencher un achat. C'est-à-dire que clairement, quelqu'un qui souhaite finalement changer, eh bien, c'est un point d'équilibre pour lui, parce que le changement, c'est même la définition même d'une crise. La crise, en l'occurrence, la définition propre, c'est un trouble de l'équilibre qui laisse place à un changement profond. Donc, ça fait partie finalement de cette situation. Il y a des tas de personnes qui vont vouloir changer et c'est une opportunité pour conforter ce choix. C'est un tremplin pour agir. On continue ? Oui. Alors, la communication dont on parle depuis tout à l'heure, spécifique à la situation, en méthode entonnoir, c'est qu'il faut poser des questions. Pourquoi préférez-vous ça ou ça? Le pourquoi, je ne l'ai pas trop dit tout à l'heure. Donc, non, effectivement. Mais j'ai essayé de le savoir. Alors,
soit vous posez la question directement, soit vous essayez clairement de poser la question pourquoi. Il n'y a rien de mal à ça. C'est pas dérangeant. Le pourquoi. Oui, pardon. Le pourquoi juste, excuse-moi. Le pourquoi, il permet de donner du sens en fait et de comprendre ce qu'il y a dans l'esprit du client par rapport à cette question. Alors, il y a une manière de le dire. Il ne faut pas être agressif parce que pourquoi me pose la question pourquoi donc, il faut l'amener avec délicatesse. Il ne faut pas le balancer comme ça. Et il faut donc égrener des oui, des points d'accord sur différentes choses parce qu'il ne faut pas que ce soit un frein dans la découverte. Plus on a validé des choses et moins on aura de problèmes finalement dans la négociation. Donc reformuler, si j'ai bien compris, c'est bien cela, on est bien d'accord. Et d'autant plus si vous avez des personnes qui sont à l'ouest et qui ne savent pas trop. Donc, il faut les resserrer sur les différents points pour les valider. Chose que tu as plutôt bien faite dans l'entretien. Oui, bon. Alors là, donc c'est les techniques d'investigation qu'on vous conseille de bien regarder tranquillement sur le support physique de ce parcours avec des questions qui ont des effets concrets, qui sont ouvertes, fermées, alternatives, miroirs ou en relance. Et c'est incroyable l'effet que ça fait. Une question fermée, par exemple, ça donne quoi, Luc? Un oui ou un non, mais on ne va pas beaucoup plus loin que ça. Alors, est-ce qu'on va utiliser ça? Non, on essaie Non. d'être le plus ouvert possible. Exactement. Les questions fermées dont la réponse est un oui ou un non vont arriver plutôt en fin d'entretien pour verrouiller et finaliser certains éléments vus précédemment. D'accord. Donc, on continue pour pouvoir voir qu'il y a aussi des moments de silence. Oui, silence. Ce sont des phases importantes. Pourquoi? Parce que les silences, ils sont à mettre à contribution aussi bien du vendeur, mais il faut aussi être observateur vis-à-vis des clients. Le silence du vendeur, il est indispensable à certaines phases clés de l'entretien. Pourquoi? Parce que vous pouvez envoyer et poser des questions à vos clients, mais ils ont forcément à un moment un besoin de se taire, en tous les cas de réfléchir. Voilà. Et donc, c'est important que vous laissiez ce temps-là de réflexion, et c'est pour ça qu'il faut être observateur et vigilant pour que ces temps de réflexion et de décision qui sont donnés à votre ou vos clients soient présents pour leur permettre de se projeter et de valider les éléments que vous avez exprimés. Alors, ni trop long, ni trop court. Oui. Le juste milieu, ce n'est pas nous, c'est le temps du client. On le sent, ça. Alors, du coup, le budget, on l'a vu tout à l'heure, mais pour l'exemple phare, pour le financement, il faut regarder ce que les financeurs déjà ont observé. C'est-à-dire qu'eux ont répertorié les différents styles de clients qui sont favorables et qui aiment bien finalement passer par les financements. Il y a des profils. Eh bien, on se rend compte qu'il y a dans les clients propices au financement, ceux qui, en premier lieu, vont vont acheter par nécessité, eh bien, c'est de l'ordre de 25%. Du style un électroménager cassé, une voiture cassée. Donc là, en fait, il n'y a pas beaucoup d'actions à faire. Hein. Donc, c'est assez rapide, l'achat. Après, il y a les clients système épargnant. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. C'est que pendant cette période, il y a des personnes qui veulent épargner et qui ne veulent pas finalement toucher à leur épargne. Parce que pour sortir une somme de l'assurance vie, il faut 3 semaines, etc., etc. Ou on perd de l'argent en termes d'intérêt. Et vous avez des gens qui ont de l'argent et qui préfèrent aussi faire des financements. Hein. C'est d'ailleurs souvent le cas.
ou pour d'autres raisons. Ce n'est pas à vous de juger. La chose à faire, c'est observer. Souvent, ils viennent avec des supports techniques. Ils viennent avec des documents parce qu'ils savent qu'ils vont aller sur du financement. Ils viennent déjà avec leur fiche de paye. Et du coup, la chose à faire, c'est de proposer de faire une affaire. Ces gens-là sont croustillants à l'idée de faire une affaire. Et puis, vous avez les troisièmes, c'est les clients de culpabilité. C'est ceux, finalement, qui ont des achats crédits regroupés et ils sont fidèles au crédit. Alors, pourquoi ce terme culpabilité? C'est parce qu'en définitive, il y en a quand même 50%. Ils ont un budget arrêté. Ils veulent financer tant. Et parce que c'est arrêté, ils se culpabilisent de le dépasser. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident à faire, mais on peut le faire aussi. C'est que si toutefois, il y a un achat de 10 000 euros, mais les ressources, la personne vous demande 8 000 euros, rien n'empêche de demander à cette personne, finalement, de financer la partie, on va dire, qui manque en financement, soit sans frais, soit avec peu de frais, soit avec des mensualités, quelque chose qui lui convient. Et du coup, ceux qui ont des budgets arrêtés ont souvent des systèmes de financement additionnels, des compléments. Alors, c'est pour ça qu'on continue sur la phase suivante pour pouvoir vous donner des exemples dans un monde précis, comme on l'a fait depuis le début dans le monde de la cuisine ou ailleurs, c'est les mêmes questions. Il y a plein de questions que l'on a vues aussi dans le témoignage de tout à l'heure, qui sont un peu en vrac là, de cette façon-là. C'est à vous de voir dans l'ordre. Des fois, c'est le client qui vous donne l'ordre. Donc, il ne faut pas les apprendre par cœur. Il ne faut rien oublier, en fait. Vous verrez tranquillement ces questions dans le support. Du coup, on a terminé la découverte. Comment on pourrait conclure, Luc? Ce qui est important dans la découverte, c'est que vous ayez votre propre structure de découverte en fonction de l'univers dans lequel vous opérez. Et donc ça, c'est indispensable. Je prends un exemple, par exemple, dans l'automobile. La structure de découverte qui est préconisée, c'est ce qu'on appelle le CRABE, avec les lettres K-R-A-B-E-U, qui veulent signifier quoi? Que lorsque le conseiller commercial va faire une découverte auprès de son client, il va s'intéresser au cas kilométrage, c'est-à-dire quel kilométrage le client veut faire avec son futur véhicule. Le R pour la reprise, est-ce qu'il a une reprise d'un ancien véhicule à faire qui va rentrer soit en termes d'apport ou de budget complémentaire. Le A, c'est l'apport, est-ce qu'il a un apport à faire et si oui, de combien? B, donc crabe, le B de budget, donc effectivement, quel est son budget global? Le E pour équipement, quels sont les équipements qu'il recherche dans le véhicule ou annexe, parce qu'il pourrait très bien vouloir un attache-caravane, un porte-vélo, un porte-toit, etc. Et le U pour utilisation, donc CRABE, K-R-A-B-E-U, utilisation, c'est quelle est l'utilisation qu'il va avoir de son véhicule? Est-ce que c'est à des fins personnel, professionnel, dans quel univers? Est-ce qu'il roule plus sur de la route rurale ou de l'autoroute, etc., etc. Est-ce qu'il va transporter, je ne sais pas, des sacs de sport pour ses enfants, sacs de golf, etc. Et ça fait partie de l'utilisation qu'il va avoir au quotidien de son véhicule. Donc voilà en complément, et ce qu'on peut dire en synthèse, c'est que la découverte, elle doit être structurée. À vous de la construire avec votre univers et en fonction du cadre du produit que vous proposez et des services que vous proposez ou vendez. Elle vous permettra de mieux comprendre votre client et de le guider dans la suite des autres étapes. Alors, à la prochaine étape, Luc. Ok, avec plaisir, on sera sur prouver la qualité. Ah oui, c'est la numéro 3. Très intéressant. Bien. Alors, à la prochaine étape, Luc, au revoir. Merci Sophie, à bientôt. À bientôt.